Alors, salut tout le monde. Je suis ici avec M. Gaétan Dostie, qui a été victime de la RAF lors de la crise d'octobre, au moment où le gouvernement canadien a proclamé la loi des mesures de guerre, qui a suspendu tous les droits, et il y a eu des centaines d'arrestations et des violations de domicile, etc. Et M. Dostie, lui, il a été arrêté parce que quoi, M. Dostie? Parce que j'ai toujours été un militant politique. J'étais déjà membre du RIN. J'étais tout de suite membre du Parti québécois à sa fondation. C'était le même mouvement Souveraineté Association. Mais sans doute que c'est plus mes activités en solidarité avec les prisonniers politiques. En 68, Pauline Julien, Godin, tout un Miron, tout un groupe ont fait un spectacle de financement pour financer les frais juridiques des différents prisonniers politiques de l'époque, en particulier Vallière et Gagnon. Et ils ont fait Poèmes et chants de la résistance. Et Poèmes et chants de la résistance, c'est pour ce spectacle que Michel Lalonde a écrit son fameux Speak White. Je veux dire, et ce spectacle s'était déroulé en avril à Montréal, mais à l'automne, ils ont fait une petite tournée et c'est moi qui ai organisé la venue du spectacle à Sherbrooke. Alors, j'étais donc identifié au mouvement de défense des prisonniers politiques et en octobre 70, dans la liste des personnes à arrêter immédiatement, là, il y avait le numéro 1, c'était le comité de financement du FLQ. C'était écrit comme ça. C'était nous, ça. Alors, tous les membres, toutes les personnes mêlées de près ou de loin au mouvement des prisonniers politiques ont été arrêtés sur le champ parce que nous, on était comme les pires, là. Je veux dire, on encourageait et on finançait le FLQ. Alors, ça a été... En fait, vous étiez dans des campagnes de financement pour les prisonniers politiques, mais vous n'étiez pas dans des activités felkistes comme telles. Écoutez, entre vous et moi, le FLQ, en dehors de Montréal, c'était quasi inexistant, là. Je veux dire... oui, mais il y avait un ministre à l'époque, Jean Marchand, qui nous disait qu'il y avait 300 000 felkistes en armes. Mais ça, on peut voir ça d'une autre façon. Écoutez, octobre 70, là, entre nous, octobre 70, là, c'est du terrorisme d'État. C'est comme... La crise d'octobre elle-même était prévisible. Déjà au mois de mai, les services secrets avaient en main un plan d'attaque, avaient même le texte du manifeste. Et pire que ça, Jacques Cossette-Trudel me disait que il était dans le groupe à ce moment-là, puis il me disait qu'ils avaient même pas empêché, ils n'avaient pas attenté aux finances, aux comptes en banque du groupe. Alors, on les voyait venir, puis on voulait s'en servir. Et octobre 70, en ce sens-là, c'est un bluff. Et l'arrestation qui va se faire, la RALF du 16 octobre, écoute, autour de 500 personnes, probablement peut-être un peu plus aussi, on ne le saura probablement jamais. Arrêtés, incarcérés, sans accusation. Arrêté, incarcéré. Mais écoutez, c'est bien particulier, là. Le FLQ, en octobre 70, là, les vrais felkistes, c'était moins de 20 personnes, puis même en comptant ceux qui les ont aidés après, c'est même pas 30 personnes. Donc, ça veut dire, oui, mais ça veut dire que le Canada a déclaré la guerre à une armée qui tenait dans une pièce. Et là,
Une armée dont il connaissait parfaitement tous les membres et dont il connaissait parfaitement les limites. Puis aussi, il faut comprendre que dans les 500 personnes arrêtées, là, il y a 75 personnes au lac Saint-Jean, 25 personnes à Chibougamau, où il n'y a jamais eu l'ombre d'un Felkis, là. Je veux dire, c'était une campagne de peur. Et là, ce qu'il faut comprendre, on parle toujours des 500, mais il faut comprendre qu'il y a eu 36 000 perquisitions à travers tout le Québec. 36 000, là! Puis quelle population c'était le Québec en 70, là? Puis ça a été dans toutes sortes de villes à travers tout le Québec pour que le monde ait peur. Puis dans ces 36 000, il y en a eu 21 000 avec des saisies. Alors, il y a des livres comme... la première édition de Nègre blanc d'Amérique de Vallière, là, c'est rarissime aujourd'hui. Ceux qui les ont, c'est qu'ils les ont cachés. Oui. C'est le mot en haine. Oui, bien sûr que c'est le mot en haine. Et en plus, je suis l'éditeur, et en plus, je suis le légataire du manuscrit Nègre blanc d'Amérique. Il est ici, là, quelque part, okay. Mais vous, pas loin. Vous avez été incarcéré. Et de cette période-là, vous avez fait quoi quand vous êtes rentré dans cellule? Il y avait du monde avec d'autres prisonniers? Écoutez, on peut peut-être faire l'histoire un peu plus longue. Le 16 octobre, c'est la fête de ma mère. Alors, les policiers sont arrivés avec le mitraillette, c'est-à-dire, ils étaient 6. Il y avait 2 gars de l'armée avec des mitraillettes. Ils ont réuni toute la famille dans le salon, puis il y avait un militaire avec une mitraillette qui les surveillait. Puis, en haut, parce qu'il y avait un 2e étage, et ma chambre était au 2e étage, il y a eu pendant les quasi 4 heures de perquisition à travers les 3 étages de la maison, y compris le garage, y compris le corps à vidange, là. Je veux dire, ils ont même renversé, imaginez-vous, en arrière dans la cour, le gros contenu de vidange qu'il y avait dans une petite cabane. Ils sont arrivés à quelle heure? 4 heures du matin. À 4 heures du matin? À 4 heures du matin, oui. Ben, c'est l'heure pour les vrais gros criminels dangereux, là. Et je suis à Sherbrooke, là, moi. Alors, à Sherbrooke, on nous amène pendant quelques heures à la prison de la rue Winter. Et assez curieusement, dans les premières heures, en octobre 70, là, on annonçait qu'on avait arrêté des Felkis et des communistes. Eh bien, avec moi, dans ces cellules-là, là, il y avait des marxistes-léninistes qui étaient même contre l'indépendance, qui avaient été arrêtés. Qui n'avaient rien à faire avec même l'idée d'indépendance. Alors, ça accréditait le mot qu'on avait arrêté des communistes aussi. Parce qu'il fallait absolument... C'était une entreprise pour discréditer, pour faire peur au Québec militant. Cela a été évident et pratiqué du début à la fin, là. Je veux dire, mon amie André Ferretti, elle-même a été arrêtée et je pourrais presque vous décrire ce qu'elle écrit, comment on la traite quand on l'arrête. Mais après ça, là, elle a été comme tétanisée, là. Mais dans les 500 personnes, il y a eu des accusations pour personne. Il y avait personne dans les 500 arrêtés qui étaient mêlés de près ou de loin au FLQ. C'est certain que certains d'entre nous connaissaient. Je connaissais Vallière très bien, je connaissais Gagnon très bien avant, là. Mais je veux dire, il y a personne qui était même au courant, conscient de ce qui se passait. Et au départ, on ne savait pas non plus qui avait organisé ces coups-là. Je veux dire, parce que le FLQ, c'était en principe
une organisation clandestine on mettait pas la liste de membres quelque part. C'était pas ça pantoute. Alors, vous aviez mis des années à récupérer, vous me dites, des gens ont été traumatisés, frappés. En réalité, il y a... mais aussi, même les gens autour de nous, là. Je veux dire, toute ma vie durant, je ne peux être qu'un gars de l'extrême gauche. Je veux dire, je militais au Parti québécois, notamment au référendum de 80. Et pour les gens autour, là, je veux dire, j'étais presque dangereux, là. Il fallait pas trop que je sois en avant de quoi que ce soit, même que je sois membre du conseil d'administration, du CA, etc. Vous étiez marqué. Étant victime. Oui, on était... doublement victime. On était suspect. Ah ouais, c'est ça. Je veux dire, on n'était pas nécessairement marqué, là, mais comme on avait été impliqué dans ça, on pouvait être, d'ailleurs, on est devenu de l'extrême gauche ou de la gauche ou n'importe quoi jusqu'à rester de nos jours. Vous avez écrit sur cet épisode-là? Bon, du temps que j'étais en prison, dans la rangée d'en arrière, il y avait Michel Chartrand. Puis Michel Chartrand, c'est un animateur naturel là, de grève ou de n'importe quoi. Là. Alors, pour désennuyer le monde, il organisait des concours de mémoire. Par exemple, il disait un mot, mettons oiseau, puis à partir de oiseau, vous me donnez 5 villes, 5 capitales à travers le monde, tel truc. Alors, c'était des jeux et chacun embarquait. Et le soir, après le souper, qui était vraiment quand même très tôt, il faisait un concours d'amateurs qui appelait. Alors, chacun des membres dans leur cellule, l'un après l'autre, on devait chanter quelque chose. Bon, bien sûr que Miron faisait « À ce que le papier coûte noir » dans le Bas-Canada. Mais moi, j'avais quelques poèmes que je connaissais, des par cœur, comme des poèmes de Paul-Marie Lapointe, Le Soyez triste notamment. Et mais à un moment donné, j'avais plus de matière nécessairement. Là. Puis moi, j'avais rien à porter, là, pas de livre, rien, pas de crayon, rien. Alors mon voisin de cellule, c'était Pierre Vallière. On se voyait pas, mais on pouvait se toucher du bout des doigts. Et lui, c'était pas la première fois qu'il était en prison, alors il avait amené crayon puis tout ça. Alors, il m'a passé un petit crayon à mine de plomb. Puis, sur du papier de toilette, parce que c'était le seul papier que j'avais, j'ai commencé à gribouiller des textes. Et quelques-uns de ces textes se retrouvent dans ce recueil. Et sur la couverture, c'est ma photo de prisonnier politique. Faut dire que même ça, je les ai sortis dans mon caleçon. Je veux dire, parce que, je veux dire, il était... en tout cas, on a été... vous savez, quand on nous arrête, on nous amène pour faire les photos, ce genre de photos, et qu'on vous déshabille, qu'on va vous inspecter là, jusque le trou du cul. Vous êtes plus rien, là. Vous êtes plus grand-chose. Ces gens qui sont là, à défaut de vous mépriser, vous humilient sûrement. Vous n'êtes pas capable de résister à leurs ordres quand ils vous en donnent. Alors, moi, j'avais jamais connu ça, mais je n'ai jamais reconnu depuis non plus. Vous avez participé à organiser, créer une fondation. Vous étiez... oui, bon, on parle de la fondation parce que c'est au nom de... La fondation... C'est au nom de la fondation qu'on a organisé 25 ans après à l'UQAM
une journée sur les libertés démocratiques. Et nous avons surtout organisé dans la soirée une rencontre avec, Miron était là, Robert Lemieux, Michel Chartrand, toutes sortes de témoins encore vivants. D'ailleurs, pour Miron, c'est la dernière fois qu'on va le voir vivant, qu'on va le filmer vivant. Mais c'était dans le bureau de Godin, qu'on avait mis cette fondation-là sur pied. Et on était un petit groupe. Et Godin m'avait dit qui est le plus jeune? Bon, j'ai dit c'est moi. Alors, il dit, c'est toi qui vas être président parce que c'est toi qui as le plus de chances d'être encore vivant après nous. Puis effectivement, autant les gens qui étaient à côté de moi en prison en octobre 70, là, il y avait Godin à côté, il y avait Miron, il y avait Charles Gagnon à l'autre bout. Je veux dire, mais j'étais le jeune, là. C'est le jeune à ce moment-là. Ouais. Je veux dire, puis tous ces gens-là avaient des fois autour de la quarantaine. Oui, il y avait comme raison. Puis Miron, quand on a décidé que j'ai décidé de publier un premier recueil, puis qu'il y avait un poème de prison, Miron m'a demandé ma photo de prisonnier politique, lui aussi en avait une, n'est-ce pas, que l'on connaît aujourd'hui, et il a décidé de faire la couverture avec ça. Alors, le livre est devenu très connu et même recherché à cause de la couverture, et ça l'a aussi marqué pour le restant de mes jours. Je veux dire, il y a eu des poursuites qu'on a essayé d'entamer du côté de la justice, qui évidemment, rendues encore suprêmes, ont été rejetées du revers de la main, mais néanmoins, ça s'est fait parce qu'il fallait un vrai témoin qui était impliqué dans la rafle pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et j'ai été ce témoin. C'est à vous. Je veux dire, c'est à vous le plaignant. Ça a été moi le plaignant. Puis s'il y a une poursuite à l'international, peu importe où, ils ont besoin d'un plaignant. Alors je suis le plaignant de service. OK. Vous savez, cette démarche judiciaire-là, ça l'a pas mené à nulle part. Est-ce que depuis toutes ces années-là, le pouvoir au fédéral s'est excusé, présenter des excuses? Écoutez, cher monsieur, taisez-vous, là. Le terrorisme d'État, c'est quelque chose qui est violent. C'est une violence qui dépasse l'entendement. Et les gouvernements qui le pratiquent ne s'excusent jamais. Est-ce que vous pensez, avec les guerres qui se déroulent en ce moment, on pourrait les nommer, ne les nommons pas, mais les agresseurs, dans les deux cas, ne vont jamais s'excuser. C'est certain. Je veux dire, ils peuvent avoir le monde entier contre eux. Ils ont, eux, le pouvoir et les armes, et c'est tout ce qui compte. Alors, c'est aussi la même chose avec le gouvernement fédéral. D'autant plus que ce qui a été fait était dans la pure illégalité de A à Z. Oh, petite anecdote. Il y a quelques années, il y a un groupe d'avocats qui ont demandé d'avoir accès aux archives et aux documents proclamant la loi des mesures de guerre. Ils ont fini par l'avoir en 2020. En 2020, un peu avant octobre, pour constater que le texte n'existait qu'en anglais. Alors que les lois au Canada doivent être adoptées dans les deux langues, dans la nuit du 16 octobre, c'est un texte anglais qui a été adopté. Et ce n'est que le lendemain midi qu'on a fait une traduction qui, elle, n'a jamais été votée. Okay. Alors, la loi même des mesures de guerre là, a été un processus illégal. Mais la violence du Canada
depuis toujours, parce que nous sommes dans une situation de violence systémique. Je veux dire, il n'y a pas de moment dans notre histoire, dans des moments cruciaux, où on n'a pas fomenté la violence. Ouais. Donc, on a une opération politique qui est menée. Ils savent à peu près qu'ils déclarent la guerre à une armée qui tient dans un salon et ils mentent à la population avec des informations à l'effet qu'il y aurait eu 3000 Felkis en armes. Ça, c'est le ministre Marchand qui dit à l'époque. Jean Marchand. Et donc, l'objectif, c'était de frapper un mouvement politique qui était démocratique, légitime. Je veux dire, on peut aussi maintenant s'interroger. On s'est servi des Canadiens français de service à travers ce cabinet. Et Jean Marchand en était un, là, je veux dire, les énormités que Jean Marchand a racontées, est-ce qu'il les croyait? Est-ce que c'est ça que les agents secrets lui auraient raconté? Non, mais... Ou si c'est de la fabrication? Parce que il y a eu aussi, maintenant on le sait, quand Trudeau va rencontrer ce journaliste de Toronto et qui va lui faire déclarer qu'il y a un comité de gens, dont René Lévesque, etc., et le directeur du Devoir de l'époque. Mais on a des informations là-dessus, parce qu'il y avait un directeur de la sécurité du renseignement rattaché à la police fédérale qui s'appelle John Starnes, qui va publier un livre plus tard, et qui, là, lui, est très mal à l'aise avec le fait que la police, c'est-à-dire la direction politique, oriente le service de renseignement en fonction de combattre un mouvement politique légitime, un parti politique, le Parti québécois, légal. Et lui, dans son livre, il rapporte que le spécialiste de l'analyse du renseignement, là, on ne parle pas des ministres qui inventent des choses, des spécialistes qui ont tous les documents, qui ont les fiches des gens qui sont pistés, etc., disent qu'il n'y a aucune raison, de proclamer la loi des mesures de guerre, puis avoir une répression aussi étendue. Ça ne correspond pas à la réalité. Ça, c'est une chose. Et lui, John Starnes, qui est directeur du service de renseignement et sécurité à l'époque, lui, il dit que il est très mal à l'aise avec l'idée, justement, que les politiciens instrumentalisent le service de renseignement pour mener une lutte illégale contre un parti politique légal, le Parti québécois. Et donc... Ça, on sait ça 54 ans après, ou presque, là. Je veux dire, c'est que là, tu l'appliques en octobre 70, puis à la RALF, mais je veux dire, c'est quelque chose, là, qui est continu dans notre histoire, là. Oui. Je veux dire, déjà, quand on a, en 1917, quand on a voté contre la conscription ici au Québec, il y a eu une émeute à Québec même, puis l'armée a tiré, a tué des militants, des gens qui participaient à la manifestation. Je veux dire, puis je veux dire, si on remonte à 37-38, n'est-ce pas? Okay. Je veux dire... Oui, donc lui, le directeur du renseignement de sécurité, après 70, lui, il se fait comme tasser parce que il veut pas jouer le jeu du bureau du premier ministre Pierre Elliott Trudeau et son cercle de Canadiens français. Puis, en 2023, 2 chercheurs vont obtenir par la loi d'accès à l'information des documents pour démontrer que à partir de 71, 72, il y a un groupe spécial qui est créé directement au bureau du premier ministre Pierre Elliott Trudeau, l'opération FANTAN, F-A-N, espace T-A-N. Et là, ce qu'ils apprennent à partir de ces documents-là, c'est que les opérations de contre-espionnage étaient menées par le politique, dirigées contre le Parti québécois, et il y a une série d'actes illégaux qui ont été commis
dont le vol de la liste du Parti québécois, dont des faux communiqués d'FLQ pour faire croire qu'il existait encore. Ça peut être partie des 3000 de Jean Marchand, etc., etc. Et donc, Jean Marchand là, la question qui se pose, là, c'est des faits extrêmement graves, parce que ça, c'est la plus grande violation des droits de la personne, des droits démocratiques, dans un pays du G7 ou un pays développé, dans une histoire contemporaine. La plus grande violation, elle est le fait... On est en train d'en voir d'autres, presque aussi répugnantes possibles, je veux dire, et financées par les États-Unis en plus, là, tu sais. Mais dans l'histoire autour de l'octobre 70, il y a aussi des textes et la théorie de Jacques Ferron qu'il ne faut pas écarter complètement. Jacques Ferron raconte que Trudeau aurait décidé d'agir pour apurer le Québec parce que les Américains, après avoir réussi leur coup au Chili, d'avoir déstabilisé le gouvernement, avaient des velléités de disloquer le Canada d'une certaine façon et de déstabiliser le gouvernement canadien. Alors, il y avait dans l'entourage du FLQ et autour, Nigel Armour, pour ne pas le nommer entre autres, qui étaient des Américains et qui étaient des agents américains qui étaient là pour explorer comment on pouvait se déstabiliser. Alors, il y a des jeux de pouvoir qui sont plus grands que juste les histoires du Canada dans cette histoire-là. Et c'est un moment crucial de renversement. À partir de ce moment-là et de façon constante, et probablement qu'il y a encore un observatoire aujourd'hui, le gouvernement canadien prend tous les moyens pour pouvoir discréditer, contrer toute velléité d'indépendance du Québec. Et je suis certain que autour de Paul Saint-Pierre Plamondon en ce moment, il y a la même préoccupation et la même volonté de pouvoir faire échec à ce qu'il fait. Pierre Elliott Trudeau, qui est le plus grand, c'est lui qui a commis la plus grande violation des droits, comme je disais, dans les pays développés, dans l'histoire contemporaine. Lui, qui est le père de la charte, de la Constitution de 82, la charte des droits de la personne, lui, quand il faisait ses études universitaires, sa thèse de maîtrise portait sur la violence politique. Oui. Portait sur la violence politique. On trouve ça sur le site de l'IRE, IRE. Et puis, il dit là-dedans qu'un dirigeant politique ne doit pas hésiter une seconde à utiliser la violence en politique. Et puis, dans les minutes où le directeur du renseignement et sécurité était présent, il dit, Pierre Elliott Trudeau, que quand l'État est à défendre, on ne lésine pas sur les moyens. Okay? Et donc, toutes les informations qu'on a reçues par après, les 2 commissions d'enquête, McDonald, Cable, qui a eu lieu après, parce que là, les agents d'information, de renseignement se sont fait prendre à commettre des crimes. Et là, lui, ce qu'il disait à l'époque, lui, et on le sait aujourd'hui avec les 2 chercheurs en 2023, c'est que s'il se faisait prendre, ça allait faire un scandale d'une très grande proportion. Et puis, écoute, political scandal a major proportion. C'est ce qui est écrit directement dans le texte. Et donc, depuis ça, tous ces faits sont connus et il n'y a jamais de médias
qui se sont intéressés à faire un dossier de fond là-dessus et à présenter le Parti libéral du Canada. Je pense que c'est pas un média, ce serait trop épais. Il faut faire peut-être un livre en collectif avec des études de plusieurs participants. Il faudrait peut-être demander à l'IRAI de publier ces textes. Mais les textes de l'IRAI, les choses, sont accessibles sur le net. Oui, là. oui, c'est ça. Et quelque part, la diffusion par le net des textes de l'IRAI est plus facile que... Parce que le marché du livre, entre moi et toi, il est en train de beaucoup changer. Je veux dire, il n'y a plus autant de lieux où on diffuse ça, puis les gens, de plus en plus, la jeune génération, ils sont habitués à lire leurs affaires autrement. Même nous, tu sais, moi je lis mon journal sur l'Internet parce que je ne peux pas me le faire livrer ici. Ça va aller de pire en pire. Monsieur Gaétan Dostie, est-ce que vous gardez des, disons, psychologiquement, des marques Écoutez, je pense que vous-même qui avez goûté au geôle, on reste avec une sorte de... Il n'y a pas de jour où cette blessure d'avoir été humilié, d'avoir subi des injustices, n'a pas laissé une trace. Une trace qui peut être une image, qui peut être ce propre livre. C'est quand je vois ma photo de prisonnier politique, mais je me rappelle des choses. Puis, il y a même des choses qu'on tente d'oublier. Il y a eu le fameux film... sur la crise d'octobre, l'arrestation du 16, quand il y a eu la première projection de ce film-là, au moment où on amène des petites friandises, des chips ou des gâteaux en prison, puis que le comédien commence à manger ça, c'était quelque chose dont je me souvenais plus, dont j'avais oublié. Et je me suis mis à pleurer à ce moment-là. Je suis sorti de la salle. Je l'ai regardé tout seul plus tard, là, mais j'ai pas envie de regarder ce film-là en groupe. Espérez-vous encore avoir des excuses du gouvernement canadien? Vous appelez ça espoir? Je veux dire, je vous l'ai répété tout à l'heure. La violence politique, le terrorisme d'État que fut la crise d'octobre du 70, je veux dire, il ne peut pas y avoir d'excuses pour ça, là. C'est trop violent. Je veux dire, tu sais, l'Allemagne ne va pas s'excuser d'avoir fait des guerres en soi, là. Tu sais, je veux dire, il y a des excuses qui sont de l'ordre de la vomissure. Ah oui. On ne peut pas, après ça, tout le restant de notre vie, on ne peut pas ne pas s'en souvenir et on ne peut pas non plus devenir un libéral. Tu peux pas aller t'acoquiner avec des gens qui sont des putains du pouvoir, des Canadiens français de service qui sont encore à Ottawa. Je veux dire, puis il y en a quelques-uns, n'est-ce pas? Entre autres, Marc Lalonde qui dirigeait le comité Pantan. Oui. directement sous les ordres de Pierre Elliott Trudeau. Alors donc, Monsieur Gaétan Dostie, on tenait à voir votre témoignage parce que c'est important, parce que il y a très peu de couverture médiatique qui a eu lieu parce qu'ils sont contrôlés naturellement par le pouvoir. Et puis donc, il n'allait pas s'étaler là-dessus, mais c'est la plus grande violation des droits de la personne. Mais c'est aussi que ce fut la fabrication de la peur. Et je ne sais pas comment on va la fabriquer pour le prochain, à partir du moment où Paul Saint-Pierre Plamondon sera peut-être le chef du gouvernement, mais c'est certain qu'on va imaginer quelque chose. C'est certain qu'on va tenter de discréditer. Heureusement, nous avons quelqu'un qui est pas un coureur de jupons comme Lévesque, qui ne fume pas comme une cheminée comme Lévesque, qui n'est pas
arrogant pas en tout, qui appartient pas aux grandes familles comme M. Parizeau, mais qui est aussi un savant dans sa façon d'être, qui s'est préparé carrément pour gouverner et qui semble être déterminé. En 95, quand nous avons fait cet événement sur octobre 70, on était à la veille du référendum de 95 et nous étions absolument conscients qu'il y avait une campagne de peur, puis on voulait montrer aux gens que cette persistance, que c'était un processus systémique de faire peur aux gens. Et bon, en 95, on l'a perdu par la peau des fesses et surtout on l'a perdu par les manigances du gouvernement fédéral. En tout cas, c'est tellement ignoble aussi même 95, parce que vous pourriez reprendre votre émission sur octobre 70, qui est la méconnue, mais celle de 95, là, je veux dire, ça a été c'est pas la même violence, là, mais ça a été violent. Je veux dire, on a été dans l'égalité tout le temps. Et Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une certaine naïveté dans ce mouvement souverainiste-là par rapport à la réalité de ce pouvoir fédéral? Non. C'est pas ça. Je veux dire, on ne peut pas... Le mouvement souverainiste et le combat pour l'indépendance est un combat démocratique, là. Tu peux pas faire comme si tu te battais pas, comme si tu n'étais pas un militant, là. Et... oui, mais c'est oui, mais de toute façon, il faut que ce soit la démocratie. Oui, je veux dire, vous avez devant vous un État qui n'a aucune intention de respecter quelques droits démocratiques. On verra. En 95, la victoire aurait été si mince qui aurait pu être antidémocratique. Il faut qu'on ait plus que 50,6, là. Leur victoire à eux, c'est 50,6. Ce qui fait que nous savons qu'il y a une troisième période, puis qu'on va l'amener, cette troisième période-là, bien autrement. OK. Bon. Monsieur Gaétan Dosti, merci de nous avoir reçus ici. Magnifique décor pour nous rappeler des mauvais souvenirs. Mais... C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de merveilleux, c'est que les militants d'Octobre 70 sont restés des militants. Je n'ai pas connu, et petit à petit, j'avais dans la parenté de mon père en particulier des gens qui étaient assez fédéralistes, qui n'avaient voté de toute leur vie que pour le Parti libéral, et qui, à partir de ce moment-là, se sont intéressés au Parti québécois. J'avais un oncle fédéraliste à mort qui est venu me dire en 95 qu'il avait voté oui au référendum. C'était pour lui un grand moment. Alors oui, les vieux qui étaient un peu aveuglés puis qui avaient peur du Canada tout court sont partis. Ils sont morts peut-être en grande partie. Puis je veux dire, la génération que nous sommes, que vous êtes, malgré votre âge vénérable, on est resté militants, puis on est resté convaincus que l'indépendance du Québec est la solution nécessaire, la solution incontournable, et on va jusqu'à notre dernière goutte militer dans cette direction-là. Puis même quand on n'est plus là, Miron, avec ses textes, et tous ceux dont on a parlé, ils sont encore là pour participer au discours. Vous avez été ébranlé par les événements, mais vous n'avez pas été brisé. Jamais. Je veux dire, au contraire, tous ces gens-là sont devenus les amis que j'ai eus, là. Je veux dire, si j'ai en main le manuscrit écrit en prison du Nègre blanc d'Amérique de Vallière, c'est parce que j'ai été un ami de Vallière jusqu'à la fin. C'en est ainsi. Si Paul Rose est venu visiter le musée que j'avais organisé sur la rue de la Montagne, sous le nom de Médiathèque littéraire,
c'est aussi parce que toute notre vie, autant avec Jacques, avec ces gens-là, on savait qu'on participait à ce combat. Peut-être qu'on n'avait pas cette détermination, cette pulsion qui faisait que eux ont même été assez loin à travers ce qui a été le FLQ. On était des solidaires, là. C'est pas parce que le FLQ avait été ce qu'est le FLQ qu'on a cessé de vouloir se battre pour que le pays naisse. Et c'est pas demain la veille qu'on va arrêter non plus. La preuve, vous en êtes un. Merci.